Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui correspond au mercredi 30 septembre. Alors, on va voir une notion importante, à savoir la mole. Donc, on l'a déjà vu en chimie, les atomes et les molécules sont des quantités extrêmement petites qui ne peuvent pas être manipulées de façon individuelle. Donc, il a fallu trouver un subterfuge à ça. L'idée, en fait, c'est de multiplier les atomes et les molécules par un nombre gigantesque. Cependant, si on convertit les unités U qu'on avait vues précédemment, qui correspondent à des unités de masse pour les différents isotopes d'un atome, et qu'on les convertit en grammes, on constate que les masses, par exemple, pour l'hydrogène, ça c'est pour la masse pour l'élément, pour rappel, on voit bien que la masse de l'hydrogène ici est de 1,01 g, donc c'est la masse avec la pondération de tous ces isotopes différents, il y en avait 3. On remarque que, on constate que la masse de 1,01 g d'hydrogène ou de 12,01 g de carbone et de 16 g d'oxygène contiennent toutes le même nombre d'atomes. D'accord? Donc cet nombre d'atomes est identique. Ça correspond à quoi? Ça va correspondre au nombre d'Avogadro. Alors, le nombre d'Avogadro permet de déterminer les unités de matière en chimie. Il vaut quelque chose d'astronomique. Il a une valeur de 6,022 10 exposant 23. Donc, dans 1,01 g d'hydrogène, on va retrouver 6,022 10 exposant 23 atomes d'hydrogène. Donc, dans le système international, il a été choisi comme unité de matière en chimie ou dans n'importe quelle autre discipline. Son symbole, c'est N majuscule petit a. Donc, comme je l'ai dit, dans 12,01 g de carbone, ça représente une mole d'atome. D'accord? Et dans une mole, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 6,022 10 exposant 23 atomes de carbone. D'accord? Donc maintenant on va parler souvent en termes de mole, c'est-à-dire une quantité de matière. Pour être bien clair, donc une mole représente une quantité de 6,022 10 exposant 23. Quelque chose, on peut avoir des moules de ce qu'on veut, mais c'est tellement grand que c'est seulement lié aux atomes, aux molécules et aux particules subatomiques. La masse d'une moule d'atome d'un élément est appelée la masse molaire et elle s'exprime en grammes par mole. Donc, si on calcule la masse d'une mole d'un atome, de n'importe lequel, on parlera à ce moment-là de la masse molaire de l'élément. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, on a déterminé la masse molaire du carbone qui est de 12,01 g par mole. Donc la masse atomique du sodium vaut par exemple 22,99 U. Je déteste ces trucs de U. C'est quand même plus explicite de parler que la masse molaire du sodium vaut 22,99 g par mole. De façon analogue, on associe à chaque molécule une masse moléculaire. Celle-ci, bien entendu, est obtenue en sommant les masses atomiques des éléments dont elle est constituée, ce qui paraît tout à fait logique. Donc on parle également de masse moléculaire ou masse molaire. Par exemple, pour la molécule de dioxygène, elle a une masse moléculaire égale à 2 fois la masse atomique de l'oxygène, soit 2 fois 16 U. C'est-à-dire, on peut dire qu'elle a une masse moléculaire de 16 grammes par mole. D'accord? Même chose pour le CO2, il n'y a pas de souci. Donc, les masses molaires du dioxygène, excusez-moi, et du dioxyde de carbone peuvent être exprimées en grammes par mole moins 1 et elles correspondent à la masse d'une mole de molécule, soit à la masse de 6,022 10 exposant 23 molécules. Donc j'espère que c'est bien compris que
les masses molaires, quand on parle qu'un élément a une masse molaire de 12,01 g par exemple, ça comprend la masse molaire d'une mole, c'est-à-dire de 6,022 10 exposant 23 atomes ou molécules. Un petit exercice, vous en aurez à faire, hein, je vous en ai préparé. Donc par exemple, on se demande combien y a-t-il d'atomes d'oxygène dans 14 grammes de permanganate de potassium. Donc, qu'est-ce qu'on a? On demande de chercher le nombre d'atomes d'oxygène dans une molécule de permanganate de potassium et on a un échantillon de 14 grammes. Donc voilà les données. La première chose à faire, c'est de calculer la masse molaire de KMNO4. Donc on prend la masse atomique, j'appelle ça les masses atomiques du potassium, 39, du manganèse, 54, et 4 fois la masse molaire de l'oxygène, 4 fois 16. Le permanganate de potassium a une masse molaire de 158,04 g par mole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une mole de ce composé pèse 158,04 g. Nous, on ne veut pas connaître le nombre d'atomes dans une mole, ça on le sait. On veut connaître le nombre d'atomes dans 14 grammes. Donc, qu'est-ce qu'on doit déterminer? On doit déterminer le nombre de moles qu'on retrouve dans 14 grammes de permanganate de potassium. Pour ça, j'emploie la formule toute simple ici en dessous. C'est le rapport de la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire de l'élément. On a 14 grammes pour la masse de l'échantillon. La masse molaire, on l'a déterminée, est de 158. On aura 0,089 moles de permanganate de potassium dans les 14 grammes. Pour déterminer le nombre d'atomes maintenant, je prends le nombre de moles que j'ai déterminé, le nombre de moles dans mon échantillon, je le multiplie par le nombre d'Avogadro, et je n'oublie pas ensuite de multiplier par 4, puisque j'ai 4 atomes d'oxygène par molécule. Donc voilà, on a 2,14 10 exposant 23 atomes d'oxygène dans 14 grammes de permanganate de potassium. Ça sert pas à grand chose, juste à vous faire manipuler le nombre de moles, le nombre d'Avogadro, et de se rendre compte des relations qui existent entre ces deux valeurs. Donc, cette formule, n est égal à petit m divisé par la masse molaire, elle est à connaître, elle est très simple. Maintenant, on va passer à la seconde partie de cet exposé qui concerne les formules empiriques et moléculaires. On appelle ça, en fait, les pourcentages massiques ou l'analyse élémentaire. Par exemple, un chercheur a synthétisé un composé et il pense avoir trouvé un certain composé, mais ça doit être vérifié. Par exemple, on peut vérifier que la formule brute du composé grâce aux analyses élémentaires. Donc la masse molaire d'un composé peut être déterminée à l'aide de sa formule chimique, en se basant sur la proportion de chaque élément présent dans le composé. On peut dès lors établir pour chacun le rapport entre la masse et la masse totale du composé. Donc, par exemple, on va parler en pourcentage, donc on va parler sur 100 grammes de composé. Donc, par exemple, dans une molécule de dioxyde de carbone, qui a une masse molaire de 44,01, on va trouver le pourcentage de carbone dans la molécule, c'est la masse de carbone. Donc, comme on est dans une mole, en fait, on prend les masses molaires relatives au carbone, on prend 12,01 et on divise par la masse molaire du CO2 qui est de 44,01. On obtiendra un pourcentage massique pour le carbone de 27,29%. On fait la même chose pour l'oxygène et on trouve un pourcentage massique de 72%. Donc voilà, on réalise
vraiment ces expériences-là en chimie expérimentale quand on découvre un nouveau composé, puisqu'il faut bien l'identifier. Et la première étape, c'est cette analyse, euh, j'oublie tout le temps, élémentaire. Comment on fait? En fait, on prend le produit, on va le brûler, et on va retrouver, par exemple, pour le carbone, du CO2, pour l'hydrogène, de l'eau, pour l'azote, du NO2, pour le soufre, du SO2 ou du SO3, et ainsi de suite. Et ensuite, on va doser les différents gaz qui ont été produits, et de là, on va pouvoir déterminer les pourcentages massiques des différents éléments dans l'échantillon. Ensuite, il reste aux chercheurs à regarder si le rapport de ces pourcentages massiques correspondent réellement à la molécule qu'il a pensé avoir trouvée. Alors, il est recommandé d'utiliser, oh là là, il y a plein d'espace. Il est recommandé d'utiliser dans les calculs appliquant des masses molaires un nombre à 2 décimales. D'accord? Alors, comme je l'ai déjà dit, il est relativement facile de déterminer expérimentalement la composition centésimale d'un composé inconnu, c'est l'analyse élémentaire. Et de là, on va trouver la formule empirique du composé. Alors, comment on fait? Par exemple, lors d'une synthèse, un chimiste obtient un composé dont la composition centésimale est la suivante. Il obtient 76% de carbone, 6,3% d'hydrogène et 17% d'oxygène. Il va essayer de déterminer la formule empirique de ce composé. La première étape, c'est qu'on va convertir les pourcentages en masse. Et on va le faire pour 100 grammes de composé inconnu, hein, ce sont que des proportions. Donc, il a obtenu, dans 100 grammes d'échantillon, on retrouve 76 grammes de carbone, 6,43 grammes d'hydrogène et 17 grammes d'oxygène. Ensuite, ce qui intéresse plus les chimistes, c'est ce fameux N, le nombre de moles. On va utiliser quoi comme formule? La masse de l'élément divisée par la masse atomique de cet élément. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre la masse de l'élément, c'est la masse de l'élément dans les 100 grammes d'échantillon. On va ainsi pouvoir déterminer le nombre de moles, par exemple, de carbone qu'on a dans cet échantillon de 100 grammes. On fait la même chose pour l'oxygène et l'hydrogène. Donc, à ce moment-là, on s'approche de cette fameuse formule empirique. On sait qu'on a 6,37 moules de carbone, 1,63 moules d'oxygène et 6,33 moules d'hydrogène. Vous le savez bien, dans les formules brutes, on va retrouver des indices entiers. D'accord? Donc, comment on va faire? On va tout simplement diviser on va diviser chaque indice par le plus petit d'entre eux. Donc ici, le plus petit d'entre eux, c'est 1,063. Donc je vais diviser chaque indice, c'est-à-dire 6,376 par 1,63. Je fais la même chose pour l'hydrogène et l'oxygène. Et regardez, au par magie, j'obtiens des valeurs d'indice qui sont très proches de l'unité. Si vous tombez sur un 5,45, c'est que vous êtes planté. D'accord? C'est plus ou moins la règle. Donc on sait que la formule empirique du composé est C6H6O. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de fois on a cette formule empirique. Donc la deuxième étape est de déterminer N, le nombre d'atomes relatifs. Comment on va faire? En fait, c'est assez simple. On va diviser la masse molaire expérimentale par la masse molaire empirique. Donc ici, par exemple, si la masse molaire expérimentale du composé inconnu vaut 188,32 grammes et que la masse de la formule empirique est de 94,12 grammes,
on fait le rapport et on obtient une valeur de 2. Donc la formule moléculaire du composé est de C12H12O2. Dans la réalité, on ne fait pas comme ça parce qu'en fait, si plus ou moins, mais la masse molaire empirique, on la connaît puisqu'on a visé un certain composé. Donc on sait le savoir à ce moment-là, ce qu'on a obtenu. D'accord? Donc on est rarement dans un flou total à pas savoir ce l'on a voulu faire. Donc voilà, 2 étapes pour obtenir la formule moléculaire d'un composé. À partir de la composition centésimale, on obtient la formule empirique. Ensuite, avec une seconde donnée, à savoir la masse molaire empirique, on va obtenir, comment dire, la formule moléculaire. D'accord? Donc voilà, vous aurez également quelques exercices de ce type-là. Alors, on va réellement démarrer les écritures de réactions chimiques. Donc on va juste apprendre les conventions et ce qu'elles veulent dire. Donc une réaction chimique se traduit par une équation chimique, aussi appelée équation stéchiométrique. Elle est composée de formules de corps simples ou de corps composés qui représentent les espèces mises en présence dans un milieu réactionnel. Par exemple, je prends cette formule-ci, CH4 plus 2O2 va donner du CO2 plus 2H2O. La traduction est, lorsque l'on fait réagir une mole de méthane avec 2 moles de dioxygène, on obtient 1 mole de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. Je vous l'ai mis sous forme moléculaire pour quand même bien remarquer une chose. Dans une réaction chimique, on va rompre des liaisons et créer des nouvelles. On voit bien qu'on a rompu la liaison oxygène-oxygène et qu'on a créé par exemple une nouvelle liaison carbone-oxygène. Donc une réaction chimique, c'est vraiment le fait de rompre des liaisons et de recréer des nouvelles. En fait, on va réorganiser les 2 produits que l'on fait réagir, les 2 réactifs en 2 produits. D'accord? Donc on a bien changé ces fameuses liaisons. Une autre représentation où on voit mieux les liaisons, hein, ici on voit que un atome d'oxygène est lié à un autre atome d'oxygène. Finalement, on va retrouver l'oxygène dans les 2 nouvelles molécules, dans le CO2 et dans l'eau. Une petite remarque, dans les réactions nucléaires, on ne considère pas des moles, mais bien des atomes. Donc la réaction, par exemple, du radium qui va se transformer en radon avec des rayonnements alpha se traduit par un atome de radium se transforme en un atome de radon et émet une particule alpha. Alors, les substances du membre de gauche de l'équation CH4 plus 2O2 représentées par leur formule sont appelées les réactifs. Celles de droite sont les produits. D'accord? Donc on a bien affaire ici aux réactifs. Et ici, on a affaire aux produits. Voilà, je ne suis pas juste, hein? Enfin. On va bientôt commencer à faire un peu plus de calculs, etc., hein. Ça peut peut-être devenir long, mais on met tout en place. Vous allez voir, ça va être un peu plus intéressant par la suite. Alors, encore une autre convention, c'est que généralement, on aime bien préciser les états physiques des composés mis en présence. Alors, ils sont indiqués avec une parenthèse après le nom, l'écriture de la molécule. Alors, petit g veut dire le gaz, petit l veut dire liquide, S solide. Une chose qui est peut-être moins évidente, c'est le AQ qui veut dire en solution aqueuse. Par exemple, je prends du sel de cuisine, du NaCl, lié sous forme solide, vous l'avez dans la main, vous le mettez dans l'eau, il va se dissoudre dans l'eau. À ce moment-là, le NaCl sera en solution aqueuse. On écrira AQ. D'accord? Donc c'est quand il est dissous dans de l'eau. Donc pour la réaction
qu'on avait montré tout à l'heure, qu'est-ce qu'on remarque? Que le méthane est sous forme de gaz, le dioxygène également, le CO2 également, et on remarque qu'on produit de l'eau sous forme liquide. Bien entendu, avec la température de la réaction, ensuite cette eau s'évapore, hein. Ça va? Alors, autre chose, l'écriture ionique et moléculaire. Donc, je vous le mets un peu comme ça, paf, comme un gros pavé. On en reparlera après, hein. Heureusement, mercredi prochain, nous avons cours euh, en présentiel. Ça fera quand même un petit peu du bien. On remettra tout ça en place, mais on avancera quand même dans la matière. Donc, une équation chimique qui modélise la transformation de molécules et d'atomes lors de la réaction peut se représenter de deux façons différentes, sous la forme moléculaire et sous la forme ionique. Quand on parle de la forme ionique, c'est-à-dire que vous allez le voir, on va la représenter grâce aux cations et aux anions, et les formes ioniques sont généralement ou presque toujours en solution aqueuse. L'écriture moléculaire permet dans un laboratoire de choisir exactement les substances que l'on souhaite mettre en présence. Bref, je ne suis pas très d'accord avec cette phrase, mais je l'ai quand même laissée. Par exemple, on va faire une réaction acide-base. On va faire réagir l'acide chlorhydrique, HCl, ou du chlorure d'hydrogène, hein, on peut l'appeler comme ça aussi. Ensuite, on va faire réagir de l'acide chlorhydrique avec de l'hydroxyde de sodium, NaOH, c'est-à-dire de la soude. On a affaire là à un acide fort, le chlorure d'acide, et une base forte, l'hydroxyde de sodium. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, ce sont deux produits dangereux à manipuler. Et qu'est-ce qu'on obtient? Du NaCl, du chlorure de sodium, du sel de cuisine, et de l'eau. C'est assez amusant que l'on mélange deux produits dangereux et qu'on obtient du chlorure de sodium et de l'eau. Alors, on peut l'écrire autrement, cette réaction. Vous allez voir, à la fin, ça fait qu'on va tourner un peu en rond, mais pas vraiment. Vous allez plutôt vous demander pourquoi. Alors, HCl dans l'eau, il n'est pas sous la forme de HCl. En fait, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va solubiliser les ions H+, et Cl- qui composent l'acide chlorhydrique. Donc quand on met l'acide chlorhydrique dans l'eau, il n'est plus sous forme d'HCl, il est sous forme de H+, et de Cl-. Hydroxyde de sodium, NaOH, quand on le met dans l'eau, il est sous forme de Na+, et de OH-. NaCl dans l'eau, vous êtes d'accord, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il est sous forme de Na+, et de Cl-. Vous vous souvenez des ions qu'on avait vus la semaine dernière? Et l'eau, dans l'eau, reste sous forme de H2O, sauf dans certaines circonstances, j'en parlerai plus tard. Alors, comme dans une équation mathématique, on peut simplifier les différents membres de cette équation. On retrouve du chlore d'un côté, du chlore de l'autre côté, vous voyez, chlore, chlore, je les simplifie. Le Na+, et le Na+, de l'autre côté, je les simplifie. On appelle ça en chimie des ions spectateurs, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas dans le déroulement de la réaction. Leur présence est néanmoins indispensable pour assurer l'électroneutralité de la solution. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire autrement, en fait. D'accord? Donc, ils sont là, ils sont dans le milieu, mais ne participent pas à la réaction. Mais ils ont des effets dans certains cas, etc. Ils ne servent pas qu'à rien, mais je ne sais pas si on le verra nous, ça, hein. Donc, ici, on peut les voir comme des ions spectateurs. Ce qui est assez amusant ensuite, c'est que la réaction se résume à H+, plus OH-, qui va donner H2O. D'accord? Donc, on a simplifié de façon importante cette réaction. Donc, l'écriture ionique montre en fait que la réaction de HCl plus NaOH est une réaction acide-base qui combine un proton
H+, et un ion hydroxyde, OH- pour former une molécule d'eau. Donc on peut l'écrire sous cette forme. D'accord? Je tiens à signaler que la forme précédente, je vais faire un zoom en arrière, que la façon dont on l'a écrit précédemment, d'accord, à ce niveau-ci, n'est absolument pas incorrecte. D'accord? Donc, on aime bien, par exemple, de savoir d'où provient le H+. Si on l'écrit de cette manière-là, on ne sait pas qu'il provient de l'acide chlorhydrique. On aime bien de savoir d'où proviennent les ions hydroxydes. Si on l'écrit sous la forme de NH, on le sait. Alors, au niveau des produits, la production de NaCl n'est pas très importante dans l'équation. Donc, en pratique, tous les composés ioniques ne s'écrivent pas nécessairement sous forme ionisée. Il est donc utile de disposer d'une table qui reprend les composés susceptibles en milieu aqueux de s'écrire sous forme ionisée que plutôt sous forme moléculaire. Je vais vous montrer cette table, je ne vous demanderai pas de la connaître, je veux juste que vous compreniez que les composés ioniques, et je vous expliquerai comment on peut les reconnaître par d'autres méthodes, en fait sont sous forme ionique dans l'eau. D'accord? Ils ne sont pas sous forme moléculaire. Alors, qui s'écrit sous forme ionique ou moléculaire en solution aqueuse? Sous forme ionique, c'est tout ce qu'on va classer comme acide fort. Il va falloir que je vous cite les acides forts. Il y en a 4-5. Par exemple, il y a HCl, le chlorure d'hydrogène. Il y a H2SO4, le sulfure d'hydrogène. Excusez-moi. Il y a HF. Il y a l'acide nitrique, HNO3. J'en oublie un, je ne connais pas tous par cœur comme ça. On a également les bases fortes. Les bases fortes, généralement, c'est tout ce qui possède des ions hydroxydes comme NaOH, KOH, LiOH, d'accord? Surtout LiOH, surtout ceux de la première colonne. Ceux de la seconde colonne, ils sont un petit peu moins forts, donc c'est peut-être pas tous des bases fortes, mais de toute manière, en fait, sur le tableau périodique, il y a des tables qui permettent de déterminer qui est un acide fort, qui ne l'est pas, qui est une base forte, qui ne l'est pas. Donc, il n'y a pas besoin de les retenir par cœur. Je vous montrerai comment consulter ces tables et savoir qui est un acide fort ou pas. D'accord? Donc voilà. Sous forme moléculaire, ah oui, excusez-moi, sous forme ionique, on a tous les sels solubles. D'accord? Donc comment savoir si un sel est soluble ou pas? C'est facile, on va voir dans les tables. Ça va? Tout le reste, c'est sous forme moléculaire. Donc, pour bien comprendre, ici j'essaie de vous montrer que les molécules, au sens large, peuvent en solution aqueuse être sous forme ionique ou sous forme moléculaire. Pour compliquer le tout, par exemple, les acides faibles ou les bases faibles, une partie d'entre elles sont sous forme moléculaire et un pourcentage plus faible de ces molécules sont sous forme ionique. On a un équilibre entre la forme ionique et la forme moléculaire. On verra également tout ça avec les différentes constantes qu'on peut retrouver en chimie, comme par exemple la constante de solubilité, la constante d'acidité, la constante de complexation et toutes ces choses-là. Alors, pour terminer avec ces termes, parce que moi aussi ça commence à devenir long, les acides forts, bases fortes et sels solubles sont des composés qui se dissocient totalement en milieu aqueux. Ça, vous pouvez le retenir, c'est important. On dit que ce sont des électrolytes forts, tandis que les électrolytes faibles, eux, ne vont se dissocier que partiellement. Et comme je vous l'ai dit, un équilibre s'établit entre les ions et les molécules au niveau des électrolytes faibles. Un petit graphique vaut mieux qu'un grand discours. Par exemple, si je prends HCl et que je le mets en milieu aqueux, qu'est-ce que je vois? Que je n'ai plus l'HCl en milieu aqueux, mais j'ai du H3O+. Alors, H3O+, ça correspond à H+. D'accord? C'est la même chose pour nous à l'heure actuelle.
Après, on fera la distinction. En fait, H+ n'existe pas, c'est H3O+. Et de l'autre côté, on a OH-. Donc, on voit que quand on met de l'acide chlorhydrique dans de l'eau, on n'a plus d'acide chlorhydrique, on a juste H+ et OH-. Si je prends une autre molécule, par exemple CH3COOH, c'est de l'acide acétique du vinaigre, et que je le mets dans l'eau, comme par exemple le vinaigre qui est à 8 degrés, donc ça correspond à quelques pourcentages d'acide acétique dans l'eau, on remarque que la majorité des molécules d'acide acétique ne sont pas ionisées et qu'on a une faible part seulement qui est ionisée. Donc on a un mélange et ce mélange entre la forme non ionisée et les formes ionisées sont en équilibre entre elles. Donc voilà. Maintenant on va démarrer les choses un peu plus sympas et avec des exercices, on va voir comment équilibrer une réaction chimique. Donc on revient à notre réaction star, à la combustion du méthane. Et comme a dit notre ami Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est-à-dire, on l'avait vu, que la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Et si on regarde ça d'un point de vue moléculaire, on doit dire que le nombre d'atomes des réactifs doit être égal au nombre d'atomes des produits. D'accord? Puisqu'aucun atome ne peut disparaître, aucun atome ne peut être créé, en fait, les atomes sont juste transformés. Donc nos atomes de gauche, on va les retrouver à droite. C'est-à-dire qu'on doit avoir le même nombre d'atomes à gauche qu'à droite. D'accord? Donc si je compte ici, j'ai un atome de carbone et un atome de carbone ici à gauche. Je vais compter les oxygènes. J'en ai 2 par molécule de dioxygène, donc ça m'en fait 4 à gauche. Et ici, j'en ai 2 dans le dioxyde de carbone, dans le CO2, et j'en ai une dans l'eau, mais j'ai 2 fois la molécule d'eau présente, donc ça m'en fait bien 4. Les hydrogènes, j'en ai 4 au niveau du méthane, et j'en ai 4 dans les 2 molécules d'eau. Donc, en fait, vous avez eu l'habitude de voir les réactions équilibrées, mais on doit les équilibrer nous-mêmes d'abord. Donc, dorénavant, j'écrirai les réactions sous cette forme-là. Ouah, quelle horreur! Il n'y a pas le même nombre d'atomes à gauche qu'à droite. Qu'est-ce qui nous manque? Bah, on va regarder. Donc, j'ai un atome de carbone à gauche, un atome de carbone à droite. C'est bon. Alors ici, dans le livre, ils font d'abord les hydrogènes puis les oxygènes. Moi, je vous conseille en fait de faire tout. On démarre par n'importe quel atome, sauf l'oxygène et l'hydrogène. L'oxygène, on le fait en avant-dernier et l'hydrogène en dernier. D'accord? Donc on va faire la méthode avec les oxygènes. Donc ici, j'ai 2 oxygènes, et là, j'en ai 2 plus 1, j'en ai 3. Retenez bien, on a un nombre pair et un nombre impair. C'est un peu plus compliqué. Donc pour avoir, en fait, il faut que j'aie un nombre pair et pair de chaque côté, ou impair et impair de chaque côté. Donc, comment obtenir un nombre pair? Ben, je vais mettre un 2 devant la molécule d'H2O. Ça veut dire que je ne vais pas produire une molécule d'H2O lors de la réaction, mais 2. Si je mets un coefficient 2 devant H2O, je vais me retrouver avec 4 molécules d'oxygène. Ce que j'ai bien, j'ai pas ça ici. Donc, je dois mettre un 2 devant O2. Et les hydrogènes, ben, ils sont faits tout seuls. On en a 4 et 2. C'est plus facile sur un tableau pour vous le montrer. En suivant cette approche, la réaction est facilement et correctement équilibrée. Donc, au début, ça va être un peu la galère, et après, vous allez trouver les trucs, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. À l'échelle microscopique, ou moléculaire, plutôt, ces coefficients signifient qu'une molécule de CH4 réagit avec 2 molécules de
O2 pour former une molécule de CO2 et 2 molécules de H2O. Donc les coefficients stéchiométriques devant la molécule, en fait, ça veut dire qu'on a 2 fois l'entité, 2 fois la molécule, 3 fois la molécule. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les indices. Quand on équilibre des réactions, on ne touche pas aux indices dans les molécules. D'accord? Si on touche aux indices, ça veut dire qu'on a modifié la molécule. À échelle macroscopique, ces coefficients indiquent qu'une mole de méthane réagit avec 2 moles de O2 pour former une mole de CO2 et 2 moles de H2O. En fait, on peut parler en termes de molécules ou en termes de moles. Vous le savez, là, ce qui va les relier, c'est le nombre d'Avogadro, 6,022 10 exposant 23. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine en présentiel. Je serai aussi un peu présent sur Discord demain vers 17h45. D'accord? Merci.